Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour chers auditeurs et auditrices, ici Robert Comeau au micro, animateur à Notre Histoire en tête, émission produite par la Société historique de Montréal. Alors j'interviewe aujourd'hui le professeur Félix Mathieu du département de sciences politiques de Winnipeg. Notre auteur est de passage à Montréal pour le lancement de son ouvrage intitulé « Les nations fragiles, ces peuples qui affrontent la modernité ». Alors, il vient de faire paraître cet ouvrage chez Boréal. Alors, bonjour Félix. Bonjour Robert. Ah oui, j'aimerais ajouter aussi que notre invité a remporté pour sa thèse, à l'origine de l'ouvrage, la médaille académique du gouverneur général. Et votre ouvrage intitulé « Les défis du pluralisme à l'ère des sociétés complexes », publié en 2017, s'est mérité également le prix du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Donc, vous avez beaucoup écrit sur le fédéralisme face au régionalisme au Canada, à la démocratie. Donc, on va aborder ces thèmes. Mais avant de rentrer dans l'ouvrage comme tel, qui est assez coriace, oui. Il m'a fait travailler pas mal, pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre parcours intellectuel avant de vous retrouver là, assez jeune au département de sciences politiques de l'Université de Winnipeg et d'être co-directeur de la revue canadienne de Sciences Po? Oui. Alors, vous avez donc fait votre doctorat, si je comprends bien, avec Alain G. Gagnon de l'UQAM. Exactement, c'est ça. Alors, j'ai fait ma maîtrise à l'Université Laval. J'ai d'abord été formé par Guy Laforêt au département de sciences politiques de l'Université Laval. Et c'est par l'entremise de Guy Laforêt que j'ai rencontré Alain G. Gagnon. D'ailleurs, dans le cadre d'un séjour de recherche dans le nord de l'Italie, au Tyrol du Sud, qui est devenu l'un des cas de ma thèse que j'ai découvert carrément à ce moment-là. Je me demandais d'où ça venait, ça, le Tyrol. C'est un séjour de recherche en juin 2015. J'ai découvert ce cas-là et ça m'a vraiment impressionné. J'ai vu plusieurs parallèles, à la fois par rapport à des enjeux mémoriels, mais des enjeux très contemporains, entre le Québec et le Tyrol du Sud. Le Tyrol du Sud, on pourra y revenir tout à l'heure, mais c'est une petite population d'1 demi-million d'habitants, là, donc c'est très différent. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Alain G. Gagnon, qui m'a proposé d'aller faire ma thèse avec lui. J'avais déjà des plans de faire une thèse de doctorat. J'hésitais où je voulais aller faire, où je voulais aller faire ce parcours doctoral-là. Puis, Alain était très convaincant, très généreux dans sa proposition. Puis, je suis très heureux d'avoir fait ce saut-là à l'UQAM. J'ai retrouvé beaucoup d'idées d'Alain G. Gagnon sur le fédéralisme, d'ouverture, oui. Enfin, un peu une conception plus ouverte du fédéralisme. Donc, vous partagez un peu les mêmes champs d'intérêt, je pense, sur la question du fédéralisme. Mais maintenant, pouvez-vous nous parler de l'objet de votre ouvrage? Quelles sont les nations fragiles et lesquelles avez-vous choisi et pourquoi? Oui, d'abord, le concept même de nation fragile, je me souviens de l'avoir abordé une première fois dans un texte par rapport auquel je m'intéressais à l'interculturalisme. C'était même pas au niveau du nationalisme, mais je m'intéressais à l'interculturalisme en me disant, il me semble un modèle plus adapté pour des collectivités nationales qui ressentent une certaine fragilité ou insécurité collective nationale, et l'interculturalisme me semblait davantage approprié dans sa recherche d'équilibre entre intégration et inclusion des nouveaux arrivants dans les deux sens. Et le concept de nation fragile, je l'ai étudié par la suite de différentes manières. Je me suis intéressé d'abord un peu à ces enjeux plus mémoriels au niveau des représentations collectives. C'est difficile comme politologue de trouver des indicateurs pour faire de la recherche empirique sur justement des mythes sociaux. Gérard Bouchard en est un des pionniers. Et mon regard s'est ensuite tourné vers une dimension institutionnelle. Je dis, ces nations, ce que j'appelle fragiles-là, ce sont des nations non souveraines. Ce sont des nations qui ne représentent pas la majorité démographique au sein de l'État où elles évoluent. Et elles sont fragiles parce que finalement, elles ne disposent pas nécessairement et généralement des leviers institutionnels qui leur sont nécessaires pour assurer leur pérennité comme collectivité nationale distincte. Donc, elles sont fragiles parce qu'elles n'ont pas
tout ce qu'il faut pour préserver ce qui fait d'elles des sociétés distinctes. Et je me suis intéressé à développer, dans mes premières années au doctorat, un index que j'ai appelé l'index des cultures sociétales, que je poursuis encore aujourd'hui. C'est un outil que j'ai développé avec mon collègue juriste Dave Gennett. Pour l'ouvrage, j'ai un peu adapté l'index, mais j'ai repris les grandes catégories d'analyse qui sont liées à la reconnaissance, à l'autonomie et à l'autodétermination. Mais au fond, quels sont ces États-là non souverains que vous avez choisis? Et est-ce que c'est pour avoir des échantillons dans toutes sortes de régimes? Il y en a qui viennent de régimes fédéraux, d'autres des régimes non fédéraux. Oui. Alors, quel était votre critère de choix au départ pour le choix des 5 pays non souverains que vous avez étudiés? Oui, en fait, j'ai été politisé, socialisé dans le contexte des dynamiques Québec-Canada. Donc, il allait de soi que le Québec allait être un des cas à l'étude ici. Et je voulais le comparer avec des cas qui sont typiques dans la littérature. Et les plus courants sont la Catalogne, on va penser à la Flandre ou encore à l'Écosse. Et j'ai choisi de m'intéresser à la Catalogne dans ces cas plus typiques-là, et d'autres qui sont moins souvent mis sur un pied de comparaison avec le Québec ou la Catalogne. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à la Wallonie plutôt qu'à la Flandre dans le contexte de la Belgique, à l'Irlande du Nord en m'intéressant à la communauté d'ascendance catholique particulièrement. De l'Ulster. Les catholiques de l'Ulster. Exactement. Là, c'est vraiment... très fragile ici. Mais vous n'avez pas choisi ceux qui ont le plus de chances de devenir indépendants. Non, si je comprends bien, c'est pas le critère. C'était pas le critère du tout de sélection. C'était vraiment, vous l'avez exprimé déjà, d'avoir des cas qui se retrouvent à la fois dans des structures fédérales et d'autres dans des structures unitaires, mais qui détiennent certaines caractéristiques fédérales, une certaine autonomie régionale ou une certaine pratique de partage du pouvoir. Et c'est ça qui a un peu guidé mon choix vers les 5 cas que je compare, donc Québec, Catalogne, Tyrol du Sud, Irlande du Nord et la Wallonie. J'étais étonné qu'il n'y ait pas plus de pays ayant appartenu, par exemple, au Commonwealth. Oui. On aurait pu penser à l'Inde, ça aurait été un autre critère, et là, on aurait peut-être eu des cas de fédération, par exemple, qui finissent, qui terminent. Là, ça finit bien, il n'y a pas de cas de séparatisme. Oui. Les cas de fédération semblent même bien aller dans votre analyse. Oui, en fait, ce sont tous des cas qui évoluent dans des démocraties dites libérales et avancées. Donc, ils appartiennent tous à l'univers de l'Occident, ce qui est un repère commun pour justement penser le fédéralisme. Parce que oui, on peut penser à l'Inde comme un pays démocratique, mais là, il faut ajouter beaucoup de nuances ici. Donc, et je comprends qu'on n'a pas pris Yougoslavie, Tchécoslovaquie, parce que là, c'est tous les problèmes de l'Est, du marxisme, etc., du communisme. C'est ça. Alors, vous avez utilisé une théorie, là, que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça s'appelle la théorie des sentiers institutionnels. Alors, pouvez-vous nous expliquer cette théorie de Paul Pierson? Oui. Nous expliquer brièvement, et peut-être nous expliquer en quoi c'est pas du déterminisme. Oui, mais justement, la théorie des sentiers institutionnels, Paul Pierson et compagnie aux États-Unis, en sociologie et en sciences politiques, c'est devenu hyper important dans les années 70, où on cherche à utiliser la temporalité comme variable causale. On cherche à utiliser le temps et on regarde surtout l'État et ses institutions comme les paramètres principaux pour comprendre le développement des sociétés. Et son postulat de base, c'est qu'une décision qui va avoir été prise à un moment donné, il y aurait pu avoir une autre décision qui a été prise, mais celle-ci étant entreprise, elle va jeter les fondements d'un sentier, et plus on s'enfonce dans ce sentier-là, plus il devient difficile de le faire bifurquer. Et donc, celui-ci, si on prend vraiment la nature la plus forte de la thèse, elle est d'une certaine manière déterministe. Dans mon ouvrage, je cherche à en adapter les modalités analytiques pour la rendre plus souple, justement pour ne pas tomber dans un déterminisme, pour dire il existe un sentier qui est institutionnel, mais aussi idéal, qui va être jeté à un moment donné. Je l'appelle le Big Bang constitutionnel ou institutionnel. Et par la suite, on va pouvoir bifurquer de ce sentier-là, parfois en élargir la portée, si on est davantage hospitalier devant les revendications des nations minoritaires, ou restreindre celui-ci si, à l'inverse, on va davantage dans une dynamique d'assimilation, de domination. Et donc, c'est l'idée de l'utiliser pour organiser la temporalité, pour mettre l'accent sur une série d'événements qui vont avoir eu une incidence plus ou moins directe sur l'état actuel des rapports de force institutionnalisés. Comment vous avez choisi d'avoir ces moments-là, le moment de départ? Si on prend l'exemple du Québec, vous avez choisi Lac de Québec.
comme étant le départ, donc, et par la suite, on s'engage dans cette voie politique-là en s'appuyant sur ce choix initial. Oui. Alors, pourquoi c'est pas la conquête qui a été déterminant plutôt que 1774, l'acte de Québec, et le 1791, qui, de mon avis, ça a été des erreurs pour les Britanniques, Oui. parce qu'après ça, ils vont mettre fin à ça, puis ils ne voudront plus aller dans le même sens. Oui. Alors vous étudiez ça par les textes constitutionnels. Vous C'est ne regardez ça. pas les classes sociales, les luttes. Et enfin, alors prenons l'exemple du Québec. Pourquoi l'acte de Québec? Et le début de toute la suite. Oui, bien, d'abord, l'acte de Québec, c'était pas un événement ou un moment qu'on m'avait enseigné, évidemment, de la même importance, soit que la conquête ou encore l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Et c'est vraiment aux études supérieures que j'ai été confronté à ce moment-là et à voir quels ont été les effets. Puis chaque fois qu'on s'intéresse à la politique constitutionnelle au Canada, bien, tout ce qui est dualité canadienne, le bijuridisme, le bilinguisme, bien, il y a des attaches qui remontent à l'acte de Québec, puisqu'il est le moment où, pour un ensemble de facteurs qui ne contiennent pas finalement la pleine générosité des Britanniques. Là, c'était dans une volonté plutôt pragmatique de s'assurer d'une certaine fidélité de la population catholique francophone ici, de ne pas se joindre au mouvement révolutionnaire qui soufflait déjà assez fort au sud. Eh bien, ce moment-là où Londres, l'Empire britannique, reconnaît même dans ses lettres d'avoir fait certaines erreurs en ayant voulu assimiler rapidement la population, bien, va avoir érigé les fondements, selon moi, de cette dualité canadienne-là, qui s'est transformée au fil du temps. Dans les dernières décennies, on parle beaucoup moins de dualité canadienne que même d'un univers multipolaire, en incluant les peuples autochtones, mais l'idée d'avoir un Canada qui n'est pas foncièrement enraciné dans une logique assimilatrice à l'égard de ces peuples constitutifs, je crois qu'on peut retourner à l'acte de Québec pour voir le moment où cette fondation-là a été érigée. Et par la suite, on va s'en éloigner à différents moments. On ne va pas toujours en respecter l'esprit. Oui, mais il me semble que c'est assez évident qu'il y a eu des tentatives d'assimilation. Oui. Et c'est aussi important que l'étude d'hospitalité de l'État central. Et la question de la dualité n'est jamais vraiment rentrée. Je ne sais pas, M. Mathieu, là, comment vous pouvez aborder l'histoire du Canada, mais jusqu'à Daniel Johnson, on a tenté l'égalité. La commission sur le biculturalisme, elle a échoué. On n'a retenu que le multiculturalisme et non pas le côté biculturel. Donc, on ne peut pas dire que cette voie-là a été un grand succès. Je veux dire, le fédéralisme actuel n'est pas encore construit sur une dualité. Non, et il n'est pas encore moins construit sur une multipolarité, si on peut penser aux peuples autochtones, justement, mais quand même tout ce que l'acte de l'Amérique du Nord britannique offre à ses unités constituantes, y compris le Québec, évidemment, on vient renforcer finalement ce que l'acte de Québec a permis, un régime de droit distinct. C'est un fondement institutionnel extrêmement puissant pour la communauté catholique francophone pour continuer à exister elle-même, de manière distincte du groupe qui va devenir majoritaire au tournant des années 1840-45. Et donc, l'acte de Québec, je le vois comme un moment qui a permis aux provinces et au Québec en particulier de bénéficier d'une autonomie institutionnelle très importante. Parce que lorsqu'on compare, et on pourra y revenir tout à l'heure, mais lorsqu'on compare le Québec aux autres cas, bien, c'est le cas avec la Wallonie qui dispose de la plus grande marge de manœuvre institutionnelle pour protéger à la fois son régime juridique particulier, sa langue, sa culture, développer son économie comme on l'entend, pouvoir emprunter. Donc, le régime politique est somme toute hospitalier à l'expression politique du Québec. C'est loin d'être parfait, mais c'est quand même pas si mal. Est-ce qu'on peut dire que vous étudiez ces nations fragiles-là dans leur rapport avec l'État souverain? Et là, vous dites que l'État souverain est plus ou moins hospitalier. Alors, quels sont les critères, les 3 critères pour qu'on puisse dire que l'État souverain, moi je dirais l'État dominant, oui, est hospitalier, oui, envers les nations non souveraines? Oui, bien, ça me permet même de revenir sur le sous-titre de l'ouvrage, ces peuples qui affrontent la modernité. C'est qu'en philosophie politique, lorsqu'on s'intéresse aux principes phares qui ont alimenté la modernité politique, on peut penser aux Lumières françaises notamment, l'idée c'est de constituer un démos qui soit un et indivisible au sein d'une structure étatique qui va contrôler la vie collective de la population
population qui se retrouve dans ses frontières, à l'intérieur de ses frontières. Mais l'expression politique d'une nation minoritaire va à l'encontre de l'idée même de la modernité politique qui, elle, tend à homogénéiser les territoires sur un espace dit souverain. Donc, les nations non souveraines affrontent la modernité parce qu'elles cherchent à être à la fois reconnues dans leur caractère distinct. Elles cherchent à vouloir s'auto-gouverner, donc avoir des repères forts pour avoir leur propre politique publique en matière d'éducation, de culture, de droit, de politique linguistique. Et elles cherchent à s'auto-déterminer également, donc à la fois d'une perspective interne, pouvoir revoir les normes constitutionnelles qui dirigent, qui président à la vie collective, mais également d'une perspective externe, d'avoir la capacité de sortir de l'État si tel est son choix. Et donc, c'est les grands paramètres à partir desquels je m'intéresse à l'hospitalité relative des États souverains. Plus on va accéder à ces demandes-là, plus on va permettre aux nations non souveraines, justement, de s'auto-gouverner, de s'auto-déterminer comme elles l'entendent, plus l'État sera hospitalier de leurs différences, finalement. Donc, au fond, on reprend bien, c'est si l'État central ou souverain accorde assez de reconnaissance, assez de marge d'autonomie et assez de droit à l'autodétermination. Dans le cas du Québec, oui. M. Mathieu, comment vous évaluez la situation du Québec? Parce que vous trouvez l'État canadien relativement hospitalier. Et je me souviens au début, quand j'ai commencé à développer les grands critères de ce qui est devenu l'index des cultures sociétales que je reprends ici, mon objectif passif, c'était d'avoir un outil standardisé pour montrer à quel point le Canada n'en faisait pas assez pour le Québec. Et donc, je suis parti d'une perspective ancrée en philosophie politique. Je me disais, qu'est-ce que les nations veulent fondamentalement? Ça correspond à ces trois grandes orientations, reconnaissance, autonomie, autodétermination. Puis finalement, c'est en comparant le Québec avec d'autres cas que force m'a été d'en arriver à la conclusion que le Québec est, somme toute, bien traité par la Fédération canadienne. Il y a des rapports de domination qui sont évidents et on peut remonter à des épisodes particuliers. On n'a qu'à remonter au moment du rapatriement de la Constitution, des grandes idées politiques de Pierre Elliott Trudeau qui n'a jamais voulu voir le Québec comme un partenaire, comme un démos à part entière. On pense à ses sorties publiques au moment de l'accord du lac Meach, par exemple. Ici, c'est une collectivité majoritaire qui rejette l'affirmation nationale d'une minorité ici. Mais le Québec, en termes de reconnaissance, il ne jouit certes pas d'une reconnaissance constitutionnelle. Oui, on a joué dans les dernières années à l'Assemblée nationale dans ce qu'on appelle la constitution interne. On est allé ajouter une clause interprétative, mais à savoir que le Québec forme une nation, mais à savoir qu'est-ce que ça va changer concrètement, c'est vraiment incertain parce que les tribunaux ne se sont pas prononcés ici. Alors, on va prendre la comparaison parce que vous avez fait une comparaison entre les 5 pays. Oui. Prenons le premier facteur, la capacité institutionnelle du Québec concernant la reconnaissance. Oui. Vous dites, pour la Catalogne, c'est nul. On ne reconnaît pas la nation catalane. Au Tyrol du Sud, on le reconnaît relativement. C'est assez fort. L'Irlande du Nord, c'est plutôt fort. La Wallonie, c'est fort. Mais pour le Québec, vous dites, c'est modéré. Oui. Vous considérez que le fédéral reconnaît la nation, même si sa particularité n'apparaît pas dans les constitutions, oui. Sauf dans celle du Québec. Mais là, c'est le Québec qui s'autodéfinit. Oui. Mais en quoi on peut dire que... Moi, j'ai trouvé que dire que c'est modéré, j'aurais dit que ce n'est pas tellement. Il me semble que vous voyez le verre assez plein alors que je le vois assez vide. Mais pourquoi vous dites que le fédéral canadien, l'État fédéral souverain, reconnaît la nation? Il me semble qu'on est encore à l'étape où on veut que ça soit reconnu. Oui. Il y a eu des motions de reconnaissance qui sont politiques et non pas constitutionnelles, qui ont été adoptées au Parlement canadien dans les années 90, dans les années 2000. Mais sur le plan constitutionnel, ça n'a pas été fait. Par contre, lorsqu'on regarde l'univers de la politique constitutionnelle canadienne, il y a différentes marques de reconnaissance du Québec. Par exemple, le fait que sur le banc des juges de la Cour suprême du Canada, 3 doivent provenir de la tradition civiliste, et donc du Québec ici, pour être certain de bien pouvoir comprendre les causes qui seraient portées à leur attention. Et ça, c'est une forme implicite de reconnaissance, et c'est pour ça que j'en reste au niveau modéré et non pas au niveau plus fort. Parce que quand on regarde les premiers ministres des provinces au Canada, ils veulent que toutes les provinces soient pareilles. Ils veulent pas il n'y a pas d'asymétrie
constitutionnelle. Et je pense que ça passera jamais. En tout cas, pour la question de la reconnaissance, moi, j'aurais mis moins que modéré, mais passons au deuxième facteur, Oui. qui est le degré d'autonomie gouvernementale. Oui. Vous semblez croire que si on a suffisamment pour la langue et puis le système d'éducation, c'est suffisant. Il me semble que c'est pas très exigeant pour être hospitalier. Vous dites, bon, la Catalogne, c'est modéré, Tyrol du Sud, on reconnaît plutôt fort le degré d'autonomie gouvernementale. La Wallonie, c'est plutôt fort. Et le Québec, plutôt fort. Oui. Moi, je trouve que le Canada ferait état d'un degré d'hospitalité plutôt fort. Je trouve ça étonnant parce que, d'une part, la division des pouvoirs n'est pas respectée. Le fédéral empiète les pouvoirs. Il y a le droit de dépenser comme il veut. Alors, comment on peut dire que l'autonomie gouvernementale, comment on peut dire que Ottawa est hospitalier dans la reconnaissance de l'autonomie gouvernementale quand vous dites plutôt fort? Moi, je dirais plutôt moins que modéré, mais plus faible encore. Je sais pas, quand on regarde le déséquilibre fiscal, on voit bien que même si on a des pouvoirs théoriquement, en pratique, le fédéral crée des programmes, mais sans mettre de l'argent. Donc, il me semble que vous analysez ça d'une façon par le haut, par les constitutions, la théorie, mais en pratique, même si on a tous ces pouvoirs-là, c'est très difficile d'avoir une véritable autonomie gouvernementale. Là, je ne veux pas plaider, je ne veux pas faire une autre thèse, mais j'avoue que j'ai été surpris de voir à quel point vous étiez sympathique. Oui. Vous trouvez qu'Ottawa est très hospitalier. Mais c'est-à-dire que le Québec est très peu autonome si on le compare avec un État pleinement souverain. Donc, évidemment, si la comparaison est la pleine autonomie dans le cadre d'une nation dont la population représente la majorité sur un territoire, et là, on pourrait penser à la République d'Irlande, par exemple, comparativement à la minorité irlandaise catholique dans l'Ulster, mais là, c'est sûr que la comparaison est déséquilibrée. Mais si on compare le Québec avec des comparables significatifs qui, institutionnellement, sont au sein d'États dont l'ordre constitutionnel les dépasse, il n'en demeure pas moins que le Québec a effectivement des repères, des leviers institutionnels qui font beaucoup de jaloux, en ce sens où il est en mesure, effectivement, par rapport à des enjeux qui sont cruciaux pour sa culture, autant de l'éducation aux politiques linguistiques, capable d'agir. Est-ce que c'est parfait? Non, loin de là. Et les rapports de domination vont s'inscrire par des dynamiques qui sont paraconstitutionnelles ou parfois un peu reconnues sur le plan constitutionnel. Vous avez parlé du pouvoir de dépenser. Ça, ici, c'est un rapport de domination du fédéral. C'est-à-dire, je vous donne de l'argent, mais à condition que vous respectez X et Y, et sinon, je ne vous la donne pas. Par ailleurs, le Québec, depuis les années 2000, est parvenu à faire reconnaître, pas tout le temps, mais assez régulièrement, que dans le cadre de programmes pan-canadiens, pour une raison ou une autre, si le Québec ne veut pas y participer, il puisse y avoir une compensation avec droit de retrait. Mais ça a existé au début des années 60 avec le SAGE, mais c'est loin d'être généralisé. C'est juste un exemple, l'immigration. On nous dit en immigration que on a un pouvoir, c'est partagé entre le fédéral, mais le Québec ne peut pas avoir une politique d'immigration qui est contraire à la sienne. Donc, c'est déjà limitatif. Oui. Et je pourrais vous donner d'autres exemples. Mais le dossier de l'immigration est vraiment intéressant parce que, justement, lui, on l'identifie à l'article 94 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Et lorsqu'on regarde bien ce dont il est question avec une telle compétence partagée, la loi fédérale va avoir préséance en matière d'immigration sur une loi provinciale s'il n'y a pas concordance. Et donc, ici, on a tenté de régler à l'amiable une situation qu'on n'a pas corrigée avec l'accord du lac Meach. C'est l'accord Québec-Canada relatif à l'immigration, le Gagnon-Tremblay-McDougall. Et ici, ça a permis, sur le plan politique, de donner une autonomie importante au Québec, mais sur le plan constitutionnel, on n'est pas allé jusque-là. On pourra pas, on a très peu de temps pour discuter de tous ces sujets-là, mais on va juste terminer avec le troisième facteur qui est la capacité à l'autodétermination, où vous dites que le Québec a fortement ce pouvoir-là, donc dispose de le droit à l'autodétermination. Mais vous savez bien que les deux référendums qui ont été faits étaient consultatifs. Il n'y avait aucune possibilité que ça se passe à la pratique. Et puis, il y avait toutes les conditions concrètes
pour faire échouer ça. Oui. C'est tellement encadré de façon rigide que c'est loin d'être facile. Ah non, c'est loin d'être facile. Par contre, le Québec a pu organiser ces référendums. Si on le compare à la Catalogne, on essaie d'en organiser. Et là, il est rendu non seulement illégal, mais on fait de la répression policière énorme pour empêcher la tenue de telles consultations. Par ailleurs, ben, le Québec dispose, comme les autres provinces, les législatures, en fait, d'un droit d'initiative pour réformer la Constitution. Est-ce que ça va marcher? Ça, c'est une autre question. Au fond, Félix Mathieu, vous nous dites que c'est possible pour deux nations non souveraines, donc pour des États fédérés non souverains, de bien vivre et de partager la souveraineté. Alors que l'enseignement de Maurice Séguin, par exemple, disait c'est totalement impossible, la souveraineté ne se partage pas, on travaille soit pour une nation ou pour l'autre. Hein? Alors, vous avez quelque chose d'un peu surprenant. Et là, il y a une vision un peu optimiste que je retrouve un peu dans les travaux d'Alain G. Gagnon qui croit à une espèce de libéralisme national. On n'a pas le temps d'aborder toutes ces notions-là. Je vois que le temps fuit. Allons à la pause et puis nous reviendrons pour aborder tous ces enjeux-là. Tu me demandes qui je suis. Je suis de n'importe où. Tu me demandes où je vais. Question idiote, réponse idiote, apprends la leçon. Tu me demandes combien je fais. Je fais de mon mieux. Et ce mieux, combien c'est? Ce mieux est juste parfait. Savoir tout sur moi. Si tu veux tout avoir, ce que je n'ai même pas, alors va-t'en, va-t'en. Tu ne demandais qu'une épaule pour t'appuyer dans mon lit, dans tes bleus. Moi c'était facile dans ma tête, je pouvais dormir et peut-être rêver mieux, rêver mieux. Tu me demandes comment je vais. Je vais dans une vieille auto. Tu me demandes où j'irai. Des êtres chers, mais tu me fais parler avec. Tu me demandais qu'une épaule pour t'appuyer dans mon lit, dans tes bleus. Moi c'était facile dans ma tête, je pouvais dormir et peut-être rêver mieux. Demandais qu'une épaule pour t'appuyer dans mon lit, dans tes bleus. Moi c'était facile dans ma tête, je pouvais dormir et peut-être rêver mieux. Rêver mieux. Alors, nous sommes toujours en présence de Félix Mathieu pour parler de son ouvrage « Les nations fragiles ». Alors, revenons à ce troisième facteur, là, sur la capacité de l'autodétermination politique pour évaluer le degré d'hospitalité de l'État central envers les nations non souveraines. Alors, pouvez-vous peut-être justifier pourquoi vous croyez qu'au Québec, il y a une forte capacité à l'autodétermination, autant
à l'interne et plutôt forte à l'externe. Oui. Bien, je m'intéresse surtout ici à savoir, est-ce qu'il est possible de changer les règles du jeu constitutionnel si on veut rester dans l'État? C'est un premier indicateur qui m'intéresse. Et au Québec, au Canada, c'est possible pour l'Assemblée nationale du Québec, pour les autres législatures au Canada, d'initier une procédure de révision de la Constitution. Après, on sait très bien depuis 1982 à quel point c'est difficile de changer la Constitution, mais il y a quand même une possibilité d'initier, et donc je m'intéresse au processus davantage qu'aux résultats en la matière. Oui, parce que on n'a pas de droit de veto, puis on ne peut pas bloquer une initiative comme celle de Trudeau, là, de la Charte. En fait, on ne pourrait pas refaire 1981-82 dans l'ordre constitutionnel renouvelé par Pierre Trudeau parce que le Québec aurait un droit de veto, étant donné que ça exigerait l'unanimité des provinces. Ce qui est assez impossible. Donc, il faut voir qu'au-delà des textes, dans la réalité, c'est très, très difficile, de changer la Constitution. Et bon, tant qu'à ça, je dirais que le droit de sécession, il est tellement conditionnel aussi qu'on ne peut pas aborder juste, il me semble, la question théorique à travers les textes constitutionnels. Oui. Vous maintenez ça, que ce n'est pas nécessaire d'aborder les conditions concrètes? Bien, les conditions concrètes ont été, d'une certaine manière, établies par la Cour suprême du Canada dans son fameux renvoi relatif à la sécession du Québec qu'on remet en 1998, qui est en fait, c'est un avis consultatif. On répond à des questions qui ont été soumises par le gouvernement central. Dans un esprit, c'était Jean Chrétien qui était là, on ne voulait pas avoir de troisième prise à un référendum québécois de peur que le pays explose à ce moment-là. Et pour les juges de la Cour suprême, on a fait un exercice très interdisciplinaire, très philosophique et on en est venu à établir un ensemble de ce qu'ils appellent des principes constitutionnels sous-jacents. C'est peut-être pas dans la Constitution, mais pour nous, c'est nécessaire pour comprendre comment ça se passe au Canada. Et ils ont quand même produit, les juges de la Cour suprême, un rapport, un renvoi très modéré, nuancé, en ce sens où à la fois des souverainistes et des fédéralistes y ont vu des chose de bonne. Parce qu'on a dit, le Québec peut faire sécession, comme n'importe quelle autre province, si quelques conditions sont réunies. Alors, il faut une question claire, donc on comprend que la question de 1995 ne serait assurément pas considérée comme claire, mais une question à celle de l'Écosse au Royaume-Uni, par exemple, est-ce que vous voulez que le Québec devienne un État indépendant? Ça serait une question qu'on pourrait juger claire. Il faut un résultat clair. Là, on n'a pas dit ce serait quoi, mais au Canada, toutes les fois où on a eu des référendums de cette nature-là, le 50% plus 1 s'appliquait. Et lorsqu'on regarde au niveau, est-ce que la majorité est claire, donne un devoir de négociation. C'est pas clair ce que ça veut dire un devoir de négociation. On a une obligation de négocier, mais on n'a pas une obligation de produire un résultat. Par contre, si on regarde à la fois du côté de la Catalogne, de la Wallonie, on s'est inspiré beaucoup du cas du Québec, de la décision de la Cour suprême du Canada pour faire avancer, ou à tout le moins pour essayer de faire avancer le débat en la matière. Donc, pour vous, le régime fédéral, ça n'évolue pas nécessairement vers une plus grande centralisation. Il me semble que quand on regarde les régimes qu'on appelait même confédération, en fait, étaient de plus en plus centralisés, il me semble qu'au Canada, on arrive à cette même conclusion. À mes yeux, c'est beaucoup plus centralisé et que le mot confédération n'est pas approprié. Non, et même la confédération n'a jamais vraiment existé. Ça n'a jamais existé. Bon, ça, on s'entend là-dessus, mais est-ce que vous trouvez qu'on va de plus en plus vers une centralisation, comme ça se fait un peu partout ailleurs? C'est une tendance lourde d'observer une centralisation, notamment fiscale, dans les systèmes fédéraux. Le Canada, il est épargné jusqu'à un certain point, étant donné qu'on a toujours ce qu'on appelle la division dualiste des pouvoirs. On a deux listes de pouvoirs constitutionnels, un pour les provinces, un pour le fédéral. Oui, mais ça ne veut plus rien dire, ça, parce qu'aujourd'hui, le fédéral intervient en éducation par les universités, intervient dans la santé, il crée des programmes d'art dentaire, etc. Et après ça, les provinces sont prises à financer ça, n'ont pas l'argent. Donc, le partage n'est pas sérieux maintenant. On ne peut plus dire que c'est pas exclusif parce que le pouvoir d'Ottawa est plus dilué, assurément. Et son pouvoir de dépenser lui permet justement d'intervenir indirectement là où il ne peut pas le faire directement. Mais vous croyez encore que comme État fédéré, le Québec là, est parmi
les meilleurs dans l'univers. Ben, c'est pas au niveau de la croyance, c'est au niveau de l'observation empirique. Lorsqu'on compare le Québec avec ses pouvoirs objectifs qu'il détient, il est effectivement plus fort que la majorité en théorie, des on autres. peut dire. Même en pratique, si on compare le Québec avec les autres cas que j'observe ici, il n'y a que la Wallonie qui dispose de pouvoirs aussi importants. Au niveau de la Catalogne, on est loin de là. Bon, on n'est pas dans un État fédéral, on est dans un État unitaire qui s'est un peu fédéralisé au retour de la démocratie fin des années 70. Mais on est vraiment loin, justement, d'avoir une capacité institutionnelle similaire à celle du Québec. Quand vous définissez vos objectifs, on va revenir à une description du début, là, vous écrivez que, dans votre ouvrage que vous voulez faire un plaidoyer pour dépasser l'horizon restrictif de la modernité politique incarné dans ce qu'on nomme, dans votre ouvrage, le libéralisme 1. Et il existe, selon vous, un autre libéralisme, le libéralisme national. Oui. Ça semble avoir pas mal de place dans votre ouvrage. Oui. Pouvez-vous nous définir ce que vous entendez par le libéralisme national qui se distingue du libéralisme qui a émergé là, au 18e siècle? Oui. Bien, le libéralisme, à la base, dit toutes les promesses de la modernité vont être réalisées par l'intermédiaire seul et unique de l'individu. Et jusqu'à un certain point, l'appartenance communautaire nationale, on va la tolérer pour un temps. Ça va être une béquille de la modernité, mais on va vouloir s'en débarrasser le plus rapidement possible. La nation apparaît un peu comme l'enfant bâtard de la modernité. On ne veut pas trop en parler. Le problème avec ça, c'est que ça donne pour une vision de la modernité qui est complètement désincarnée. Il n'y a aucun individu qui peut pleinement jouir d'une autonomie individuelle, de sa propre liberté, sans d'abord et avant tout disposer d'une langue, d'une culture. Et pour ça, il faut avoir une appartenance communautaire, une citoyenneté ancrée quelque part. Et donc, le libéralisme national dit tous les progrès annoncés par la modernité, oui, c'est l'individu qui les met de l'avant, mais il ne peut pas y accéder sans son ancrage communautaire. C'est une certaine philosophie que je présente dans l'ouvrage comme étant néo-herdérienne. Donc, je me suis beaucoup intéressé aux travaux de Johannes Gottfried Herder, un penseur romantique de l'Allemagne, qui disait, chaque nation a la source de son propre bonheur, un peu comme chaque sphère a la source de sa propre gravité. Il allait dans un romantisme très loin, mais je trouvais intéressant de dire, l'individu appartient à une communauté culturelle qu'il dépasse et c'est à travers cette appartenance-là qu'on en vient à pouvoir accéder aux promesses de la modernité. Donc, c'est au nom de ce libéralisme national qu'on a un fédéralisme multinational. Qu'on l'espère. Parce que ça ne s'est pas réalisé. Ça ne s'est pas réalisé. La Belgique est peut-être le cas où on s'en rapproche le plus et ça crée différentes problématiques, notamment sur le plan de la composition des gouvernements. Ils ont eu une absence de gouvernement au centre de l'État fédéral pendant plus de 500 jours il y a quelques années. Mais le fédéralisme multinational serait la meilleure incarnation politique des principes philosophiques du libéralisme national. Ça s'inscrit un peu dans les travaux d'Alain G. Gagnon, qui écrit beaucoup là-dessus, mais en pratique, ça ne s'est jamais réalisé au Canada. Effectivement, mais ce n'est pas parce que ça ne s'est pas réalisé qu'on ne peut pas proposer que ça se réalise. Et à ce niveau-là, je reconnais votre optimisme. À ce niveau-là, c'est évidemment, moi, je suis né dans les années 90. Les débats constitutionnels, j'étais trop jeune quand ils se sont passés et je n'ai pas, comme plusieurs membres de ma génération, les traumatismes politiques associés avec ces échecs-là. Et je conserve cet optimisme-là parce que lorsque j'en parle, je réalise que soit on a une méconnaissance de ce qui s'est passé, mais à tout le moins, on se dit, c'est pas parce que ça n'a pas marché dans le passé qu'on ne devrait pas essayer de transformer la suite des choses. On est peut-être traumatisés, là. J'ai suivi les conflits, les conflits constitutionnels depuis les années 60 et on n'a pas beaucoup de victoires qui s'inscrivent dans ce sens-là. Mais je reviens un peu à votre introduction dans votre ouvrage. Vous jugez souhaitable moralement, je dis bien, que les nations majoritaires acceptent de partager la souveraineté avec les nations non souveraines avec lesquelles ils ou elles cohabitent. Alors, vous défendez une approche philosophique qui inspire ce libéralisme national. Vous dites que l'une des principales menaces à l'atteinte d'une cohabitation équitable dans la démocratie, dans les démocraties multinationales, c'est justement la diffusion d'une politique centralisatrice
Alors, pouvez-vous expliquer un peu, dans le cas canadien, comment ça a eu lieu ou comment ça s'inscrit? Oui, il y a quelques années, j'ai écrit un chapitre dans la Supreme Court Law Review, précisément sur le 100e anniversaire de naissance de Pierre Trudeau. Et c'était tout autour de cette idée-là, de dire toute l'action politique, programmatique de Pierre Trudeau, l'acteur politique et non pas le penseur, eh bien, ça a contribué à fragiliser le Québec dans le contexte canadien parce qu'on n'a pas voulu pluraliser la conception de l'État fédéral canadien. On a voulu contenir l'expression de cette diversité-là coûte que coûte. Et selon moi, c'est ce qui met de l'avant des ressacs identitaires. Si l'appui au mouvement indépendantiste dans les années 90 a atteint un tel niveau, c'est parce que le Canada, finalement, a refusé de reconnaître et d'accéder aux grandes demandes du Québec avec l'accord de Lac-Meach. Bon, après, il y a eu l'accord de Charlottetown qui était différent pour un ensemble de facteurs. Ce n'est plus simplement les revendications du Québec qui étaient mises de l'avant, mais si on avait accédé avec Meach aux recommandations qui avaient été mises par Brian Mulroney et son équipe au moment où on s'est entendu, est-ce qu'on aurait observé une montée fulgurante de l'appui à l'indépendantisme du Québec? Peut-être pas. Moi, c'est un peu la thèse que je défends ici. Si on accède, on reconnaît les nations non souveraines pour ce qu'elles sont, il peut y avoir une certaine loyauté fédérale qui s'établit. On dit, je suis reconnu comme partenaire à part égale dans l'association politique. Je suis peut-être prêt à faire un bout de chemin plus important avec ces partenaires-là. Mais pour moi, l'idée d'un partenariat n'est pas inconditionnelle. Une nation non souveraine doit pouvoir, d'un point de vue moral, normatif, faire sécession, sans quoi on est en présence d'un rapport de domination. Alors, vous écrivez également, Félix Mathieu, que ce type de fédéralisme qui accorde plus de pouvoir aux nations ou aux peuples minoritaires, c'est préférable, dites-vous, car plus susceptible d'assurer une stabilité politique accrue en contexte de diversité nationale. Ouais. Au fond, si je comprends bien, si l'État souverain est généreux et hospitalier, il y a plus de chances, donc... de survivre. De survivre, qu'il n'y ait pas de problème de mouvement sécessionniste. Oui. Donc, comment pensez-vous qu'un indépendantiste va réagir face à vos travaux? Oui, c'est sûr. Mettez-vous un peu là, dans la position. Si on part de la perspective que l'indépendance, l'accès à la pleine souveraineté pour une nation minoritaire comme le Québec, c'est une fin en soi, c'est certain qu'on ne peut pas accepter la valeur de cet argument-là, parce que mon argumentaire dit un peu aux personnes qui souhaitent préserver les frontières de l'État canadien ou d'autres États actuels, si c'est ça la finalité, préserver les frontières nationales de l'État canadien ici, reconnaître le Québec de l'habilité politiquement, constitutionnellement, je considère que ça fait partie des conditions gagnantes pour maintenir la cohésion pan-canadienne, pan-cohésion fédérale ici. Par contre, moi, je ne crois pas que maintenir les frontières de l'État souverain, c'est une fin en soi non plus. Je considère que ni l'accès à la souveraineté, ni le maintien des États souverains actuels, c'est pas ça la finalité du projet politique. Selon moi, c'est des considérations de justice sociale qui doivent nous animer. Et si on peut accéder aux conditions de justice sociale comme nation minoritaire dans un ensemble fédéral plus englobant, je ne vois pas de mal à cette idée-là. De l'autre côté, je ne suis absolument pas de ceux qui diabolisent, loin de là, les mouvements indépendantistes. Je les étudie et je m'y intéresse beaucoup. Selon moi, le Québec doit absolument avoir le droit de faire sécession, comme c'est comparable significatif, parce que sinon, on évolue fondamentalement dans un rapport de domination d'un partenaire majoritaire qui refuse de partager le pouvoir avec ses partenaires. Donc, vous ne croyez pas, au fond, que le régime fédéral, en soi, est oppressif? Qu'on peut très bien s'épanouir si on a suffisamment d'autonomie. C'est ça. Vous croyez que dans le régime actuel, théoriquement, on a suffisamment d'autonomie, mais vous ne vous posez pas la question si, en pratique, c'est justifié. Comme, par exemple, le droit à l'autodétermination, à partir du moment où c'est reconnu théoriquement, automatiquement, l'État souverain est hospitalier, alors que quand on voit ça, pas seulement théoriquement dans les textes de loi, mais dans les conditions concrètes, quand on voit que, toute fin pratique, c'est très, très, très difficile d'avoir, disons, l'autodétermination, on peut dire à ce moment-là qu'il y a un problème, qu'on ne peut pas se contenter. J'essaie de faire l'avocat du diable. Vous le faites bien. Non, parce que ça ne m'a pas vraiment convaincu quand vous dites que l'État canadien est très suffisamment hospitalier. Il me semble que vous n'avez pas une vision
assez global qui tiendrait compte de la réalité concrète. Vous vous limitez aux conditions théoriques. Bien, je n'accepte pas la prémisse parce que la Constitution, c'est pas de la théorie. Les normes pratiques, les rapports de force concrets sont liés aux ententes constitutionnelles qui ont des effets très concrets. Mais les rapports de force qu'il y a en dessous, avant d'arriver à ces conclusions-là, il y a des rapports de force. Et c'est clair qu'au Canada, le rapport de force, ça a été la bourgeoisie canadienne, montréalaise, les marchands. Et c'est eux qui ont imposé cette vision-là des choses. Bien sûr. Et on n'a même pas voté pour l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Non. Hein? Bon, donc, de ce point de vue-là, il y a un aspect de domination qui est complètement absent dans votre livre. J'avoue que je me suis dit, les indépendantistes vont certainement hurler quand ils vont voir ça. Ouais. J'essaie de dire, ben, comme État fédéré, je pense qu'on peut voir le verre comme au moins à moitié plein par rapport à d'autres États fédérés. Ouais. Mais à aucun moment, il est question de souveraineté ou à quel moment il va être nécessaire de faire l'indépendance, à peu près jamais. En fait, quand la population en décidera, en fait, parce qu'à ce niveau-là, moi, je ne dis pas si le Québec est reconnu pleinement pour ce qu'il demande, il deviendrait illégitime de faire sécession. C'est pas ça que je dis pour autant. Je dis qu'il semblerait, selon ma lecture des rapports de force de la Révolution, sur quelques 200-300 ans, lorsqu'on les compare, bien, c'est lorsqu'il y a absence de telle reconnaissance qu'il y a plus de chances à un mouvement indépendantiste de prendre forme. Et donc, de l'autre côté, mon argumentaire, bien, c'est de dire aux politiciens qui veulent préserver l'unité du Canada, bien, si vous voulez véritablement faire ça, le statu quo, c'est sans doute votre pire ennemi. Si vous voulez ne rien changer, c'est ça qui va sans doute donner une nouvelle vitesse à un mouvement indépendantiste qui disait, bien là, toutes les voies sont fondamentalement bloquées. Je ne dis pas que c'est soit la souveraineté ou le fédéralisme qui doit être mis de l'avant au final. Sur le plan théorique, le fédéralisme, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Comme philosophie politique, et dans l'ouvrage, j'en parle un peu, c'est toute la pensée de Proudhon, ce penseur anarchiste, l'auteur de la propriété, c'est le vol. Dans son ouvrage du principe fédératif, il dit justement l'État fédéral est l'idée d'avoir une association politique composée de partenaires égaux en principe. La réalité pratique est toujours bien loin des attentes philosophiques du fédéralisme, mais ça demeure un idéal pertinent. Et si le Québec devenait un État indépendant, je serais le premier à suggérer que le Québec devrait suivre une logique fédérale pour penser son propre vivre ensemble à l'intérieur de sa population. Donc, la question du fédéralisme est très importante dans votre ouvrage. Vous vous posez la question, là, il y a le paradoxe du fédéralisme qui serait... qui peut tout à la fois mener à la sécession ou à la prévenir. On se demande, au fond, est-ce que le fédéralisme encourage les nations minoritaires à se séparer ou est-ce qu'elles offrent plutôt une solution stable à la gestion des conflits? Oui. Comment vous traitez ce paradoxe dans votre ouvrage? Comment vous concluez par rapport à ce paradoxe? Oui, mais d'abord, un petit commentaire. Le paradoxe, je le vis de manière très pratique souvent parce qu'au Canada anglais, lorsque je présente mes thèses, on me qualifie régulièrement de souverainiste, d'indépendantiste. Réformiste révolutionnaire. Et si je suis au Québec, on me dit « vous êtes fédéraliste ». Donc, je dis le paradoxe est vu par les gens aussi qui le voient en fonction de leurs intérêts, de ce qu'ils veulent préserver, soit un mouvement indépendantiste. Donc, vous croyez que je suis souverainiste? Peut-être. Je ne sais pas. On en parlera après l'émission. Mais en ce sens où le paradoxe est intéressant parce qu'il dit, effectivement, si on habilite les nations non souveraines, on leur donne des pouvoirs, on leur fournit les leviers pour qu'un mouvement indépendantiste puisse prendre forme, on convainc la population de faire partie de cette communauté imaginée, de partager ces repères nationaux-là et d'aller jusqu'au bout. Mais de l'autre côté, moi, ce que je soutiens dans l'ouvrage, c'est que le paradoxe, en fait, il n'existe que s'il est posé sur un faux débat, de mauvais termes analytiques. Parce que le paradoxe n'existe que si et seulement si on considère que la préservation des frontières étatiques, c'est une finalité en soi. Si on rejette cette prémisse-là, que le paradoxe cesse d'exister. Si le fédéralisme mène à la sécession, c'est pas un échec du fédéralisme. C'est prévu même dans une certaine théorisation du fédéralisme, étant donné que c'est un contrat. Le contrat, on peut le briser et on peut favoriser l'essor de nouveaux schèmes démocratiques qui, selon moi, il n'y a rien qui nous mène à penser que ces nouveaux schèmes démocratiques-là, des nouveaux États indépendants, ne seraient pas tout autant pluralistes, équitables que ceux qui existent aujourd'hui. Au fond, l'autonomie négociée, c'est un antidote efficace aux guerres ethno-nationales. Oui.
Et un peu, le fédéralisme, c'est un peu le modèle le plus apte à un peu d'accommoder les conflits ethniques, on pourrait dire ça. Ouais. Alors, on pourrait vous voir comme un réformiste qui souhaite que le fédéralisme fonctionne mieux, et puis, de ce point de vue-là, sans écarter la souveraineté. Un réformiste conditionnel, puis je me suis optimiste, je dirais. Et optimiste. Un très grand optimiste. Optimiste, mais qui, justement, ramène toujours l'idée de condition. L'idée, ce n'est pas de demander une loyauté inconditionnelle au Québec envers le Canada. Je pense que ce serait une erreur que de promouvoir une telle idée. L'idée, c'est de, justement, favoriser l'essor d'une meilleure justice sociale au Québec. Mais est-ce que vous accepteriez la critique, là, je la soumets respectueusement, que vous auriez pu aborder un peu plus les rapports de domination entre la nation souveraine et l'autre population là, qui était... Parce que il me semble que ça apparaît pas tellement. La dimension historique, là, vous commencez d'ailleurs en 1774, mais toute la politique d'assimilation, déjà de la proclamation royale, la conquête, tout ça est évacué. C'était un peu inquiétant pour un souverainiste. Mais j'en parle quand même de la conquête et des idées d'assimilation. En disant que c'est pas ça qui est le point de départ. Ce qui est le point de départ, c'est la volonté de Londres ou de reconnaître une dualité. Moi, je pense que Londres n'a pas reconnu longtemps cette dualité-là et on se bat encore pour la faire reconnaître. Mais moi, je transforme votre critique en tremplin. En fait, ça devra être l'objet d'un autre ouvrage qui pourra peut-être s'intéresser exclusivement au Dynamique Québec-Canada. Ah, ça serait parfait. Alors, on doit un peu conclure. Félix Mathieu, je vous remercie pour cette présentation de votre ouvrage qui est non seulement ambitieux, je dirais audacieux et original. Et on apprend beaucoup sur la façon dont les États souverains traitent les nations non souveraines. Donc, on a des cas variés. Et de ce point de vue-là, j'avoue, vous êtes allé chercher ça loin, le Tyrol, et puis, enfin, c'est assez étonnant comme choix, mais c'est justifié. C'est étonnant aussi qu'on ignore qu'un régime fédéral puisse être oppressif en n'accordant pas de pouvoir important que dans les secteurs culturels. C'est comme si la dimension conserver la langue, tant qu'on conserve la langue et la culture, on peut dire qu'on est content et satisfait, à mon avis. Il faut, à mon avis, la politique pour déterminer l'économie, déterminer la culture. Pour avoir des politiques nationales, ça prend l'État national, encore j'y crois, mais... Je vais essayer de relire votre ouvrage et de me convaincre qu'on n'est pas si mal comme État fédéré. Mais ça ne veut pas dire que le Canada est très bien non plus. Donc, il faut continuer à le critiquer, il faut continuer à faire progresser les idées et par le choc d'idées, c'est là qu'on peut y arriver. Bon, on y arrivera peut-être un jour. Alors, je vous remercie beaucoup, Félix Mathieu, et à une prochaine. Au plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. La mémoire est courte, l'été est cruel. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Notre histoire est longue, mais la nuit est nouvelle. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. La mémoire est courte, l'été est cruel. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Les idées se trouvent, mais le corps se rappelle. Est-ce que tu te rappelles? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Qu'est-ce que ça
ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. Mais les filles sont belles, et les filles sont belles. Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet Émissions de radio, ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.